Bien, bonjour. En ce qui me concerne, je voudrais simplement partager avec vous 5 moments et partager avec vous 5 images correspondant à différents postes où j'ai pu exercer. Et nous allons donc nous embarquer dans une machine à traverser les distances, mais aussi à remonter le temps. Et pour commencer, je vous emmènerai loin dans le temps, en 1993, au Rwanda, plus précisément dans une petite ville du nord du Rwanda, à Ruhengeri. Et là, nous entrons dans l'hôpital de Ruhengeri, nous entrons dans une des salles de cet hôpital, et devant nous, il y a 3 lits, et dans chaque lit, il y a une femme. Dans le premier lit, à gauche, il y a donc cette femme qui est là, qui est jeune, qui ne dit rien, elle est complètement assommée par les sédatifs, elle ne bouge pas, mais en réalité c'est une victime de la guerre, elle a sauté peu de temps auparavant sur une mine antipersonnelle et il a fallu l'amputer. Au milieu, dans le lit central, il y a une autre jeune femme qui, elle, geint, se plaint beaucoup, remue, manifestement elle souffre énormément. C'est une victime non de la guerre, mais de la misère. Elle a accouché dans son petit village, l'accouchement s'est très mal passé. On l'a amenée à l'hôpital, mais bien tard, et on ne sait pas comment tout cela va se terminer. Et puis le troisième lit, à droite, est occupé par quelqu'un qui ne dit rien, qui ne bouge pas, qu'on n'entend quasiment pas. Simplement, au moment où nous allons partir, nous retirer sur la pointe des pieds, il y a un très léger mouvement, un petit bruit de souffle, et nous comprenons brusquement qu'elle vient de mourir sous nos yeux et qu'elle fait partie de ces si nombreuses victimes du sida qui, à l'époque, ravageaient le Rwanda. Pourquoi est-ce que je commence avec cette image ? C'est parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'étranger, on parle souvent des multinationales, on parle des GAFA, on parle des paradis fiscaux, et on parle beaucoup moins aujourd'hui de cette action humanitaire qui, il y a quelques années, faisait les gros titres. Et pourtant, cela reste une des grandes dimensions de l'action internationale, et en particulier pour des jeunes qui souhaitent s'expatrier, qui souhaitent vivre à l'international. C'est encore aujourd'hui une des très grandes causes et une des très grandes façons de s'engager. Je vais vous inviter ensuite à traverser l'océan, l'Atlantique, pour arriver dans les rues glaciales et noires de La Paz, la capitale de la Bolivie. Nous sommes en 1996 et je suis en train de manifester dans les rues de La Paz avec Madame le maire de La Paz, avec des députés, des sénateurs et une foule absolument gigantesque. Qu'est-ce qu'un ambassadeur peut bien aller fabriquer au milieu de la nuit à manifester dans les rues de La Paz ? Eh bien, c'est parce que le sort, en partie, de la Bolivie va se jouer à ce moment même, très loin, à Genève. En effet, la FIFA, la Fédération internationale de football amateur, avait décidé quelques mois auparavant que dorénavant, il ne serait plus possible de jouer les matchs éliminatoires de la Coupe du monde de football dans les stades situés à plus de 3000 mètres d'altitude. Or, sur la planète, il y a un seul stade de dimension olympique à plus de 3000 mètres d'altitude, c'est celui de La Paz. Drame national pour les Boliviens qui, comme tous les Sud-Américains, sont passionnés de football. Et ça a même pris des proportions politiques parce que la Bolivie n'est pas seulement un pays de haut plateau, il y a aussi toute une partie très basse. Et ça a commencé à créer des ressentiments et des discussions entre les habitants des hauteurs et les autres, au point que le président de la République de l'époque, affolé, a écrit à ses principaux homologues, britanniques, russes, américains, français, pour leur demander de faire quelque chose pour que la FIFA revienne sur cette position. Un seul président a répondu, le français, qui a répondu que, d'une part, cette année-là, la France organisait la Coupe du monde de football, que par conséquent, nous nous reconnaissions une responsabilité particulière, et puis d'autre part, bien entendu, l'héritage de Pierre de Coubertin, le principe du sport universel. Si aujourd'hui on ne peut plus jouer au foot parce qu'on est trop haut, demain on nous expliquera qu'on ne peut plus disputer une partie de tel autre sport parce que c'est trop bas, c'est trop chaud. Bref, il y aura toujours de bonnes raisons.
Et nous nous engageons dans une campagne internationale pour obliger la FIFA à revenir sur sa position. C'était d'autant plus compliqué que les représentants au sein de la FIFA ne sont pas les représentants des gouvernements, mais sont des personnalités indépendantes. Et nous avons donc mené toute une campagne à travers le monde pour obliger la FIFA à revenir sur sa position. Et donc c'était la nuit où le vote, avec le décalage horaire, allait avoir lieu à Genève. Et finalement, la FIFA a changé de position et il est redevenu possible de disputer des matchs éliminatoires de Coupe du Monde de football en Bolivie. Pourquoi je vous cite cette anecdote ? Parce qu'on se fait souvent de la diplomatie, et d'ailleurs c'est en partie vrai, l'image de négociations sur de grands sujets politiques derrière des portes soigneusement fermées, mais la diplomatie, c'est aussi de prendre en compte tout ce qui, aujourd'hui, dans la vie, nous concerne, nous intéresse, et il y a bien peu de sujets qui n'aient pas une dimension internationale. Nous allons continuer notre voyage, sauter quelques années et traverser cette fois-ci l'océan Pacifique pour arriver en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, nous nous retrouvons alors à l'extrême nord de la Nouvelle-Zélande, dans une toute petite communauté maori qui s'appelle Hokianga, où je me trouvais avec mon épouse. Qu'est-ce qu'on allait bien faire à Hokianga, qui est vraiment le fond du trou, on peut le dire ? Eh bien, nous allions à Hokianga pour rendre hommage à un Français qui a joué un rôle extrêmement important dans les relations entre la Nouvelle-Zélande et la France, et plus particulièrement entre la France et la composante maori de la population néo-zélandaise. Ce Français, c'est Monseigneur Pompallier, qui était le premier évêque catholique dans le Pacifique, et qui est arrivé en Nouvelle-Zélande et qui a mis le pied, pour la première fois en Nouvelle-Zélande, à Hokianga. Et Monseigneur Pompallier est, pour les Maoris, un personnage extrêmement important, parce qu'en 1842, lorsqu'a été signé le traité de Waitangi entre la couronne britannique et les chefs maoris, au milieu de la cérémonie, Monseigneur Pompallier s'est levé dans ses habits sacerdotaux et a interpellé le gouverneur général britannique en lui disant « Et bien entendu, monsieur le gouverneur général, vous vous engagez à respecter la religion et les traditions des populations maoris. » Et le gouverneur général, pris de court, a promis, c'est ce qu'on a appelé la clause non écrite du traité de Waitangi, et donc pour les Maoris, c'est grâce à Monseigneur Pompallier qu'il a été possible de garder les traditions, des traditions qui encore aujourd'hui sont très vivantes. Et Monseigneur Pompallier, qui était mort en France par hasard, parce qu'il a toujours vécu en Nouvelle-Zélande, mais il se trouve qu'il était de passage en France quand il est mort, a été rapatrié en Nouvelle-Zélande en 2002, à la demande des Maoris, qui lui ont fait faire le tour du pays, ils l'ont fait passer par tous les endroits où il avait été de son vivant, avec chaque fois de très grandes cérémonies, avant de l'enterrer à Hokianga. Et donc nous arrivons avec mon épouse, nous arrivons devant ce qu'on appelle le marae, c'est-à-dire la maison commune maori. Nous sommes évidemment accueillis par un haka. Puis chacun des grands chefs locaux prend la parole et me fait un beau discours avec son bâton d'orateur. Et après chaque discours, les 200 femmes à peu près qui étaient là entonnaient un chant, parce que c'est une des caractéristiques dans tout le monde océanien, c'est cet amour du chant, cette façon d'appuyer les discours en chantant. Et puis quand les discours se terminent, c'est évidemment mon tour de répondre, je réponds, ça allait, mais ensuite tous les regards se tournent vers mon épouse, dont on attend, toute seule, qu'elle veut bien chanter. Et elle s'en est fort bien sortie. Elle n'est pas là, donc je peux le dire de façon tout à fait honnête, mais un peu étranglée quand même. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? On peut en retenir deux choses. D'abord, j'entendais à l'instant qu'on disait que sortir des frontières, c'est sortir de sa zone de confort, mais il faut bien avoir conscience aussi du fait que sortir de sa zone de confort, c'est pas seulement pour la personne qui va sortir dans le cadre de son travail, c'est toute la famille, et qu'une expatriation ne se conçoit bien que, effectivement, si elle a été prise en compte par l'ensemble des membres de la famille. La deuxième leçon, mais elle est encore plus évidente, c'est qu'il faut être prêt, y compris dans des endroits où on ne s'y attendrait pas spontanément, à être confronté à des habitudes, des traditions différentes et être capable de s'adapter. Quatrième épisode, je suis désolé, mais on retraverse l'océan et cette fois-ci, nous arrivons en Colombie,
en juillet 2008. Alors là, pour le coup, l'image, c'est vraiment l'image traditionnelle qu'on se fait d'une ambassade. Nous sommes à la résidence de France, l'argenterie brille sous les lumières, la porcelaine est de Limoges et la cristallerie Saint-Louis. Mais ce qui fait la particularité de ce repas, c'est que son invité d'honneur est Ingrid Betancourt, qui a été libérée le jour même dans une opération d'une incroyable audace des forces armées colombiennes, que j'avais vue aussitôt après sa libération, et qui m'avait dit que pendant les 6 ans et demi qu'elle avait passé dans la jungle comme otage de la guérilla des FARC, elle avait toujours rêvé d'un morceau de brie sur une baguette et que ça l'avait aidé à tenir. Et donc, première soirée que nous passons ensemble à l'écouter raconter comment elle n'a pas perdu l'espoir pendant ces 6 années et demie. Et je crois que s'il y a bien une leçon à retenir de cette expérience d'Ingrid, c'est qu'une situation n'est jamais désespérée tant qu'on ne se désespère pas soi-même. Et enfin, le dernier épisode, la dernière image que je voudrais partager avec vous, est dans un monde encore bien différent, c'est l'Afghanistan. Nous sommes dans la vallée de Bamiyan, qui était célèbre pour ses Bouddhas, qui était sur la route de la soie, et c'est une vallée d'une beauté absolument incroyable. Et il y a encore ces immenses falaises ocre, et au milieu des falaises, il y a des cavernes gigantesques qui sont les halos des Bouddhas, car la vallée de Bamiyan était dominée par de gigantesques Bouddhas que les talibans ont fait exploser en 2001. Mais ils n'ont pas fait disparaître les halos, et d'une certaine façon, les Bouddhas sont encore plus présents dans ce vide qu'ils ne pouvaient l'être sous forme de statues. Et au fond, ce qu'ont fait les talibans en 2001, c'est ce qu'on a vu plus récemment à Palmyre, à Mossoul. C'est à la fois une volonté de provoquer l'Occident, mais plus grave, c'est aussi une volonté de faire perdre au peuple leurs racines, la conscience de la complexité de ce qui fait leur origine, et de les ramener à une image beaucoup plus simple, qui est ensuite évidemment le terreau de l'extrémisme. Et pourquoi sommes-nous à Bamiyan ? Pour 2 raisons. D'une part, parce que la délégation archéologique française s'est engagée dans des travaux de restauration avec l'UNESCO d'une cité qui avait été rasée par Gengis Khan en 1221, la cité des Murmures, et d'autre part parce que nous y avons plusieurs projets de développement rural que nous avons repris de l'Union européenne. Et c'est là-dessus simplement que je voudrais terminer, pour rappeler que d'abord, rien de ce qui se passe à travers le monde ne nous est indifférent. Ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan peut très bien avoir des répercussions demain directement pour notre sécurité ici en France, comme ce fut le cas en 2001 pour les États-Unis. Et deuxièmement, qu'il n'y a pas d'autre façon de lutter contre ces dangers que de s'attaquer à la culture, à l'enseignement, et de le faire pas seul, mais avec les autres, avec l'Union européenne, avec les Nations unies, et ceux qui prétendent que l'on peut au contraire se débrouiller seul sont des menteurs ou des ignorants. Je vous remercie.